Bonjour à tous, bienvenue à cette vidéo dans le cycle Galula, le père de la contre-insurrection. Et cette vidéo est consacrée à l'Algérie, le pays, le territoire où Galula a testé à ciel ouvert cette théorie entre 1956 et 1958. Donc il revenait de Hong Kong où il était attaché militaire. Et au lieu de rejoindre l'état-major à Paris, comme c'était prévu, il a choisi, s'est porté volontaire pour être commandant de compagnie près de Tizi Ouzou en Algérie, dans une région rurale, escarpée à un jbel Aïssa Mimoun. Assez peu peuplé, mais très difficile d'accès. Et le territoire rêvé pour faire des embuscades et se cacher quand on est insurgé. Je voudrais donner un éclairage sur la guerre d'Algérie, voir sa véritable nature, ses grandes étapes et les questions en fait, qu'elle a soulevées et qui ont été résolues, tranchées de la manière la plus, j'allais dire barbare non, mais la plus sanglante et la plus tragique. Donc, en novembre 1954 débutent les hostilités et elles dureront jusqu'en 62. En fait, la guerre suivra quatre étapes majeures. Galula le décrit très bien dans son livre Pacification en Algérie. Et je reprends de lui cette chronologie qui me semble très, très intéressante et très utile. Donc de 54 à 56, à mi-56, la France est surprise par les hostilités, surprise par les attentats, et elle manque totalement le sujet, dans le sens où elle parle de hors-la-loi, de HLL, hors-la-loi, de faits divers, d'événements, alors qu'il s'agit bien d'une guerre insurrectionnelle. Du côté du FLN, il y a une surprise, une déception, puisque le FLN pensait que le simple fait d'exploser des bombes et de tuer des postiers, des gardes forestiers, musulmans ou étrangers ou européens, en 1954, allait lui permettre d'enclencher une véritable révolte populaire, une insurrection civile. Or, les civils, les musulmans n'ont pas bougé. Donc les FLN s'est retrouvé tout seul, une avant-garde révolutionnaire toute seule, et donc ils ont choisi à ce moment-là la stratégie d'une guerre longue, et ça a été une guerre très longue, 54-62, presque 8 ans. À partir de 1956, de mai 56, Galula arrive en Algérie d'une part, mais surtout la guerre rentre dans une deuxième phase où la France augmente ses forces, elle monte en puissance. Je crois qu'elle monte à 450 000 soldats, ce qui est énorme, et elle change complètement de stratégie et d'organisation de son armée. Elle ramène des forces qui étaient basées en Allemagne dans le cadre de l'OTAN, elle les ramène en Algérie, elle leur enlève le matériel lourd, l'artillerie, choses comme ça, les blindés et autres, pour les adapter, pour les africaniser, on veut dire, les adapter au contexte algérien avec des canyons, des médinas exigus, des déserts, des steppes et des températures de travail différentes et autres. Donc de 56 à 58, la France monte en puissance, elle commence à avoir des premiers on va dire, insights, elle commence à comprendre vraiment de quoi il s'agit, et à tester de nouvelles tactiques. Et à la bataille d'Alger, qui a duré de janvier à septembre 57, elle engrange sa première grande victoire, qui est de neutraliser, voire de chasser le FLN de la Médina d'Alger, de la Qasbah d'Alger, et d'arrêter complètement les attentats à Alger en fin 57. À partir de l'arrivée de Gaulle en mai 58, ça coïncide avec le moment où la France vraiment passe à l'offensive, dans le sens où elle écrase le FLN. Donc, elle l'a écrasé à Alger en 57, après elle est passée au reste du pays, avec des opérations sous contrôle, c'est le plan Chal, donc sous le contrôle du général aviateur Chal, des opérations région par région pour éradiquer les FLN avec un maximum de force pour saturer le maquis, pour que le FLN, qui connaît très bien le terrain, commette une erreur. Parce que quand vous saturez une région, même les gens les plus aguerris, les meilleurs guerriers héros, ils commettent des erreurs parce qu'il faut qu'ils sortent pour boire, pour se faire soigner, pour prélever l'impôt, pour envoyer du courrier. Enfin bon, ce sont des êtres humains après tout, ils ne vivent pas dans des caves 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et quand vous saturez le territoire avec des forces aguerries, des paras et autres, vous augmentez vos chances, vos probabilités d'aller au contact et de les exterminer. Puisque la France a toujours eu en général la supériorité militaire et on va dire au niveau des armes, au niveau du pouvoir de nuisance et voilà, de pouvoir de ses armes, mais elle n'a jamais eu le face-à-face. Enfin, le face-à-face, les conditions du face-à-face n'ont jamais été réunies, parce que le FLN n'est pas bête, il n'a jamais attaqué une base française.
il se serait fait écraser. Il n'a jamais attaqué un poste avancé, ou même de loin, il l'a fait, mais il n'y a pas eu de bataille sur des terrains ouverts ou autre chose. Il y a eu des embuscades. Là, dans l'embuscade, on arrive à ramener une sorte d'égalité numérique, une sorte d'égalité des chances. Et l'élément de surprise est chez celui qui attaque, donc chez le FLN. Donc, de 58, disons, jusqu'à début 60, la France se débarrasse du FLN en Algérie, du moins elle le neutralise. Et le FLN se retrouve à l'extérieur du pays, surtout au Maroc et en Tunisie, à rien faire. Parce que le pays est scellé, la France a bloqué les frontières de l'Algérie avec la ligne Maurice, une ligne électrifiée et minée. Donc à partir de 60, on rentre dans la dernière phase qui est la phase politique et la phase la plus douloureuse à mon avis de la guerre d'Algérie, dans le sens où la France a gagné la guerre militaire. Elle commence à négocier avec le FLN à plusieurs reprises. Il y a eu des négociations à Melun, puis des négociations à Évian, plus les négociations secrètes qui ont eu lieu. Et la France perd la bataille diplomatique et politique. Elle perd la bataille à l'extérieur de l'Algérie vis-à-vis de l'ONU, vis-à-vis des États-Unis, qui vraiment la poussent à quitter l'Algérie. Le monde arabe, notamment Nasser, en rang serré contre la présence française en Algérie. Les pays de l'Est, même les nouveaux pays d'Afrique indépendants, en général, sont très hostiles à l'Algérie française, au maintien de la France en Algérie. La gauche, la CGT, tout ça, voilà. Tout le monde tape en unisson contre le maintien de la France en Algérie. D'un point de vue de négociation, De Gaulle lâche l'Algérie, donc il lâche les pieds noirs, puisqu'il promeut l'autodétermination du peuple algérien, c'est-à-dire ce qui va aboutir à l'indépendance. Et je dis qu'il les lâche les pieds noirs parce qu'il n'a pas réussi à assurer leur sécurité, leur maintien en Algérie pour ceux qui voulaient rester en Algérie, ou leur départ d'une manière civilisée et un minimum humaine. Parce que les accords d'Évian de mars 62, ils prévoyaient le maintien pour ceux qui le voulaient des pieds noirs, avec un statut réel, une sorte de protégé dans la nouvelle Algérie. Il y avait même une période transitoire où ils pouvaient se décider de rester ou pas rester. S'ils restaient, ils avaient une carte de séjour spéciale et autres. Et puis de toute façon, pour ceux qui voulaient partir, on garantissait leur sécurité, puisqu'en mars 62, c'était la fin des hostilités. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé entre mars 62 et juillet 62, qui est la date de l'indépendance? Les hostilités, elles ont continué. Mais cette fois, au lieu d'attaquer les soldats français, on a le FLN et une partie de la population musulmane, mais surtout le FLN, ont attaqué les pieds noirs, les musulmans dits francophiles ou collaborateurs, et causant donc un exode massif. Et à partir de juillet 62, les pieds noirs qui sont restés, ils ont été victimes d'enlèvements, de séquestration, de torture et autres, notamment à Oran le 5 juillet 62, dans les journées qui ont suivi. C'était des journées terribles où la foule, sous l'instigation du FLN ou avec la participation du FLN, a torturé, tué, massacré des pieds noirs. Et puis les harkis ont été massacrés allègrement par le FLN entre 62 et 63. Donc c'est la grande tragédie de l'indépendance algérienne d'un point de vue français. La France gagne la guerre, elle cède l'Algérie, et elle n'arrive même pas à protéger ses ressortissants, ni les musulmans qui ont choisi de travailler avec la France. Et depuis, de toute façon, dès 62, le problème continue, puisque dès 1962, s'est instauré un malentendu permanent entre Alger et Paris, alors que normalement l'indépendance aurait dû trancher le différend. Eh bien non, on est rentré dans un malentendu permanent, une sorte de revendication stérile, d'accusations croisées, alors que les accords d'Évian auraient dû tout régler. Voilà, donc une guerre en 4 étapes, avec une dernière étape qui est complètement catastrophique. Que ce soit pour la France, les intérêts de la France, que ce soit pour les pieds noirs, ou pour les musulmans d'Algérie, que ce soit les musulmans qui voulaient que la France reste en Algérie, ou pour les musulmans qui étaient tout simplement nationalistes, puisque leur pays est né dans un bain de sang, tout à fait, qui n'était pas du tout nécessaire. Je parle de mars 62 à juillet 62, il n'était pas du tout nécessaire d'enlever des Européens, d'enlever des soldats français, ou de se venger sur les gens. Ça a entaché la révolution algérienne d'une tâche indélébile. Et puis le pays a perdu ses forces vives. Le pays a perdu ses médecins, ses infirmiers, ses agriculteurs, ses ouvriers, ses instituteurs. Enfin, voilà.
La faculté d'Alger, c'était quelque chose en 62. Les hôpitaux, il y avait même une télévision en Algérie, enfin toute la ressource humaine, hein, quand même 1 million de Pieds-Noirs qui sont partis, plus les Juifs, toute cette ressource humaine est partie et l'Algérie, à mon avis, ne s'en est jamais remise. Et le système algérien est né dans ce contexte-là. Il a fait c'est la terre brûlée et il s'est installé sur cette terre brûlée-là. Il n'avait plus de résistance face à lui parce que plus de Pieds-Noirs, plus de Juifs et disons, plus de force vive, hein, parce que l'Algérie avait quand même une classe moyenne, petite et moyenne, qui était très classe entrepreneuriale, très adaptée au pays, hein. C'est très adapté aux conditions algériennes, connaissait les réalités, qui était très dynamique. Et malheureusement, elle est partie, elle a été gâchée puisqu'elle s'est retrouvée en France comme rapatriée et d'ailleurs a été très mal reçue en France. Et on a gâché des vies, on a gâché des opportunités de part et d'autre de la Méditerranée. Cette guerre d'Algérie, au fait, elle montre que la guerre est un acte politique. Il n'y a pas seulement les hostilités militaires, il n'y a pas seulement Galula ou Bijar ou Massu. Galula, d'ailleurs, il l'a bien compris, parce que lui, il faisait une guerre politique, comme on le verra dans d'autres vidéos, et vous le verrez dans le livre. Pourquoi la guerre est politique? Parce que finalement, à la fin, ce qui compte, c'est la volonté de se battre et de céder sur cette position. Et la France a tout cédé. On est parti d'une position qui était de dire Algérie française, c'était la position de Mitterrand, de la gauche, de la 4ème République, parce que la guerre a commencé pendant la 4ème République. Puis c'était la position de De Gaulle qui a dit je vous ai compris, l'Algérie restera française, à jamais, il l'a dit. Et puis on est passé à la sécession, c'est-à-dire au départ de la France dans le sang et dans le désespoir et avec les massacres que je viens de décrire. Donc l'enjeu réel était politique, au fait. Et c'était entre deux thèses, hein, qui sont deux thèses très éloignées, l'Algérie française et l'Algérie algérienne, musulmane. Or, ces deux thèses étaient à mon avis, comment dirais-je, étaient néfastes, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. L'Algérie française est une vue de l'esprit, même en 1954, au début des hostilités, puisque l'Algérie n'a jamais été française. Les Français sont rentrés en Algérie, ils n'ont pas pénétré l'Algérie. Un peu comme les Portugais au Brésil, en portugais on dit rabiscar, ils ont égratigné le littoral, ils ont pris la Mitidja, les plaines les plus intéressantes, ils ont drainé, ils ont fait beaucoup de travail, mais ils se sont installés là où la terre était bonne, où il y avait des nœuds de communication et autres. C'est l'Algérie du 1 million de Pieds-Noirs et de Juifs. C'est l'Algérie de Constantine, c'est l'Algérie d'Alger, c'est la Mitidja comme j'ai dit, c'est la région autour d'Oran, c'est quelques poches. Techniquement, ça s'appelle l'Algérie des communes de plein exercice, c'est-à-dire des communes qui fonctionnaient comme en France. C'est-à-dire il y avait un conseil communal, un maire, qui collaborait avec le sous-préfet, le préfet. C'était une France en Afrique du Nord. Ce qu'on nous dit l'Algérie, c'est 3 départements français, mais c'est pas vrai. Quand vous zoomez dessus, dans chaque département, il y avait, je crois que c'était Alger, Constantine, Oran, mais je ne suis pas sûr maintenant. Donc dans chaque département, si vous zoomez dessus, vous avez 2 types de communes. Vous avez des communes majoritairement européennes, donc françaises, avec des apports espagnols, italiens, maltais, mais disons françaises. Ça s'appelle les communes de plein exercice. Et là, vous êtes en France. D'un point de vue du paysage, des us et coutumes, et surtout administratif, et de l'encadrement du maillage territorial, l'État était très présent. Les gens étaient recensés, on savait qui était qui, voilà. Il y avait une économie formelle, on était vraiment... c'était une France transposée en Algérie. Mais à côté, hein, il y avait des communes qu'on appelait mixtes, où l'État français était presque absent, où la population était majoritairement musulmane, plus de 90%. C'est l'Algérie des terres les moins fertiles, les plus sèches, l'Algérie des montagnes, l'Algérie des canyons les plus encaissés, c'est l'Algérie des hautes terres, c'est l'Algérie des déserts. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que les musulmans ont été déplacés vers ces zones, vers ces territoires-là, quand ils ont perdu leurs terres avec la colonisation, avec d'un point de vue militaire, quand ils ont été chassés des meilleures terres et des littoraux, ils se sont repliés sur ces terres-là, les moins fertiles, les plus escarpées, les moins accessibles. Et puis les Français sont installés dans les territoires libérés par la colonisation. Ils ont peuplé ces territoires-là. Donc on se retrouve en 1954 avec 2 pays, une Algérie française, réellement française, celle des Pieds-Noirs, celle d'Albert Camus, de Tipaza, des belles plages, des jolies filles, c'est l'Algérie d'Éric Macias. Hein. Et puis en face, il y avait une Algérie musulmane qui n'avait rien de moderne et qui était la continuité de l'Algérie des Ottomans, qui était aussi une Algérie abandonnée, parce que les Ottomans, ils n'ont rien fait en Algérie d'un point de vue développement humain, nada, ils ont pas touché l'Algérie. Hein.
Ils ont fait un peu comme les Français, même ils ont fait moins que les Français, beaucoup moins. Ils se sont installés dans les grandes villes et ils ont fait des métissages pour créer une espèce de caste ou de classe sociale qui fait le lien entre eux et les Algériens. Et puis ils ne se sont jamais aventurés à l'intérieur du pays, en tout cas ils n'ont jamais voulu s'occuper des Algériens. Et donc cette Algérie-là musulmane, elle vit dans des conditions terribles, choléra, malnutrition, analphabétisme, mortalité infantile, la situation de la femme algérienne était terrible en 1954. Et c'est l'Algérie féodale, des Qaïd, des Bachagas, c'est l'Algérie d'Abdelkader. L'Algérie tribale, avec ses codes d'honneur et autres. C'est l'Algérie du Gourbi, des Mchta. Voilà, donc le Gourbi c'est les habitats les habitats insalubres en terre, en paille. Donc c'est cette Algérie-là, ce que j'appelle l'Algérie éternelle. Donc en 1954, il y avait deux Algéries déjà, qui se toisaient, qui ne se connaissaient pas. Une Algérie française qui tourne le dos à l'arrière-pays, et une Algérie musulmane larguée, dans une espèce de sous-développement chronique, culturel, enfin historique. Les gens avaient accepté leur misère et leur mauvaise vie, hein, une espérance de vie très limitée, et autres. Isolement géographique et autres. Donc le FLN est né là-dedans, dans cette Algérie-là, l'Algérie musulmane, et toute la guerre d'Algérie était une course contre la montre de la 4ème République et de Gaulle ensuite, pour ramener l'Algérie musulmane à l'Algérie française, pour essayer de conquérir cette Algérie musulmane d'un point de vue militaire, donc en la saturant avec les soldats et autres, mais aussi d'un point de vue humanitaire, puisque les Français ont vite compris que le seul moyen de battre le FLN, c'était que les musulmans s'éloignent du FLN. Donc il fallait aller au contact des musulmans pour les convaincre de parler. Et on parle beaucoup de torture, mais les Français ont aussi fait autre chose. Ils ont fait des programmes sociaux, notamment les SAS, ou les SAS, c'est les sections administratives spéciales, où ils ont envoyé des dispensaires, des écoles, des infirmiers, des médecins français, de métropole, des gens qui n'avaient rien à voir avec le problème de l'Afrique du Nord. Ils ont envoyé des gens qui avaient la trentaine, 25-35 ans, des militaires, pour donner des cours, pour faire des services de gynécologie, pour amadouer la population paysanne algérienne, pour qu'elle, d'une part, qu'elle voit mieux la France, qu'elle se forme une image de la France qui ne soit pas une image diabolisée, et qu'elle parle, qu'elle dise qui est FLN, qui est militant FLN ou autre. Et donc ces SAS ont couru derrière l'histoire, derrière la montre, hein. Il y a eu d'autres plans aussi, le plan de Constantine et autres, mais je pense que les SAS c'est le plan l'initiative la plus emblématique de ce que la France a essayé de faire pour donc essayer d'amadouer les Algériens, pour établir un dialogue avec eux, et dans une seconde étape, créer une démocratie locale. Galula s'y est attelé à Abdelaziz Samimoun, avec des élections municipales, vraiment au niveau local, pour essayer de ramener cette Algérie, pour la réveiller, hein, pour essayer de créer des élites locales musulmanes qui un jour pourraient se débarrasser d'une part du FLN et dialoguer avec la France pour trouver un terrain d'entente commun. Parce que je disais, il y a Algérie française et Algérie musulmane, et il y avait une troisième voie que De Gaulle a effleuré dans un discours de 1959, de septembre 59, un discours télévisé où il disait qu'il pourrait y avoir une fédération entre deux peuples, disons les pieds noirs et les musulmans. Ce serait un projet fédéral à préciser, qui resterait dans une relation avec la France, une relation privilégiée avec la France, mais il y aurait deux systèmes. Donc si on peut, sans s'autoriser à rêver, ça aurait pu être deux systèmes avec la charia pour les musulmans, le droit civil pour les autres, les juifs et les pieds noirs, éventuellement des séparations territoriales. En gros, pour reprendre les communes mixtes, donc les communes musulmanes, donc là ça serait un territoire musulman émancipé, indépendant, et il y aurait les communes de plein exercice qui seraient une sorte de réduit de territoire français, européen, où serait appliquée la constitution française, ou une nouvelle constitution. Ça rappelle un peu l'Afrique du Sud, même s'il ne veut pas faire d'anachronisme, parce que l'Afrique du Sud est un autre contexte, mais ça rappelle un peu ça, une sorte de séparation territoriale avec différents modes de vie et différents régimes politiques, tout ça dans une fédération algérienne indépendante. Bon, évidemment, c'est un projet, en plus d'être très ambitieux et très audacieux et risqué,
parce qu'il n'y a pas eu, je ne connais pas d'équivalent dans l'histoire, à part Sud-Afrique du Sud, qui s'est mal terminé, comme vous le savez. C'était un projet qui était à contre-courant même de ce qui s'est passé sur le terrain, puisque l'Algérie française d'un côté tournait le dos à l'Algérie algérienne, l'Algérie musulmane, et puis était à contre-courant même de la dynamique de la guerre, puisque l'UFLN, de manière très intelligente, cynique, a tout fait pour tuer dans l'œuf ce scénario d'une Algérie plus multiculturelle, où régnerait le vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui, puisque bien avant que De Gaulle arrive au pouvoir ou qu'il parle de son projet de fédération, le FLN a fait perpétrer les massacres de Philippeville de août 55, je crois que c'est le fin août, le 15 ou le 25 août, je ne me rappelle plus, 1955, où à Philippeville et dans l'arrière-pays de Philippeville maintenant c'est Skikda. Il y avait des zones minières, des villages miniers. Et bien, au moment du déjeuner, donc il fait chaud en août en Maghreb, normalement, surtout à midi, donc les gens rentrent chez eux pour déjeuner, ils s'enferment, ils baissent les stores et tout ça. Et il doit faire 40 degrés, je ne sais pas. Et bah, au moment du déjeuner, où les rues sont calmes, désertes et tout ça, eh bien, il a éclaté un massacre commis par les ouvriers musulmans. Les ouvriers musulmans des mines, les collègues, les ouvriers musulmans ont tué leurs collègues européens. Donc un ouvrier tue un autre ouvrier, ce n'est pas une histoire sociale où on attaquait des officiers français ou des soldats français. Ce sont des civils qui ont tué des civils, des gens qui travaillent ensemble depuis des années, qui se côtoient, les familles se connaissent, qui habitent l'un à côté de l'autre. Hein. C'est des massacres qui ont été faits à la cuillère et à la fourchette et à l'eau ébouillantée. Donc pendant quelques heures, les femmes ont été violées, les bébés ont eu leur crâne fracassé dans la baignoire, enfin bon, c'était une série d'atrocités. Et il y a des Français qui sont cachés dans des grottes, dans des cavernes, dans des galeries, puisque c'était une région minière, pendant plusieurs jours. On les a retrouvés un peu par hasard plus tard. Et les gens qui sont devenus fous, évidemment, et l'alerte a été donnée par des avions, puisque les lignes téléphoniques ont été coupées et les radios ont été sabotées. Donc l'alerte a été donnée par des avions qui survolaient la région, je ne sais plus si c'était des avions militaires ou civils, et qui ont vu des colonnes de fumée monter. Donc Skikda, ça a convaincu les Français que le FLN était là pour durer et qu'il n'y avait plus aucune cohabitation possible avec les musulmans, puisque n'importe où, aurait pu, dans n'importe quel point d'Algérie, aurait pu se répéter les mêmes massacres. Et c'est vrai, il y a eu des massacres comme ça, spontanés, on va dire, instigés par le FLN, mais d'un point de vue, quand vous êtes chez vous, vous voyez arriver votre voisin pour vous égorger, vous ne pensez pas si c'est une conspiration ou autre, vous êtes terrorisé. Donc, d'un point de vue français, et Soustelle l'a dit, était le gouverneur en Algérie, il l'a dit, un homme de gauche pourtant, un grand intellectuel, il a dit à Philippeville, à Skikda, j'ai compris, nous avons compris qu'il n'y aurait plus de cohabitation entre les peuples, il n'y aurait plus de vivre ensemble entre les musulmans et les Français. D'un point de vue musulman aussi, il y a eu la terreur parce que une minorité de musulmans a participé au massacre, et ceux qui sont restés, et ceux qui n'ont rien fait, les innocents, ben, ils ont été massacrés à leur tour par des hordes françaises un peu perdues, enfin non contrôlées. Des colons ont pris des armes et ils ont commencé à abattre des musulmans un peu au hasard. Donc là, le gap a été creusé définitivement, puisque des deux côtés, on a créé des vengeances et des traumatismes irréparables, et les quartiers sont devenus des quartiers ethniques. C'est-à-dire que les Français sont restés, ou sont partis, on a commencé à avoir des quartiers musulmans purs, des quartiers juifs purs et des quartiers français ou européens purs. Et voilà, on a eu une séparation spatiale qui était la mort de toute possibilité d'une cohabitation d'une Algérie fédérale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que dès 1955, l'Algérie fédérale est morte. Donc déjà c'est un projet super audacieux, extrêmement risqué, mais admirable je trouve. Mais dès 1955, il n'était plus incarné puisque les gens avaient peur. Et là on touche du doigt le combustible de l'histoire, j'allais dire, mais même... dans le combustible de cette guerre d'Algérie, c'était bien plus que la persuasion. Se persuader que l'Algérie devait rester française ou se persuader que l'Algérie devait rester algérienne, c'était pas seulement la propagande, le combustible. Le vrai combustible, à mon avis, c'est la terreur. Quand vous voyez des gens qui étaient mutilés, je ne vais pas rentrer dans les détails, brûlés vifs et autres, eh bien, vous tirez vos conclusions tout de suite, pas besoin d'un long discours de De Gaulle ou de Jean-Paul Sartre ou d'Albert Camus. Et les gens tiraient leurs conclusions rapidement pour choisir l'un des deux camps. Et beaucoup de musulmans ont choisi le camp de la France, pas seulement les harkis. Il y avait beaucoup de musulmans parmi les soldats français, c'était des appelés, des musulmans de France qui ont
rejoint l'armée française. Et évidemment, beaucoup de musulmans aussi ont rejoint le FLN, puisque les guerres insurrectionnelles sont des guerres qui sont des guerres, comment dirais-je, qui sont des guerres où la population se mouille. On ne peut pas rester neutre dans son coin. Ce sont des guerres où la population se mouille et tout le monde a dû se mouiller avec les résultats que ça a donné. La preuve, c'est qu'à partir de mars 62, quand la France a signé avec le FLN les accords d'Évian, il y a eu ce qu'on appelle les marxistes, c'est-à-dire des Algériens qui, pris de panique, ont tout de suite, qui étaient plutôt des gens neutres ou voire pro-français, eh ben ils sont rentrés dans l'excès de zèle, ils ont surenchéri, ils ont commencé à se comporter de manière un peu hallucinante. Entre mars 62 et juillet 62, ils ont commencé à maltraiter les Français, à maltraiter leurs voisins, à commettre des crimes, juste pour montrer que, attendez, nous ne sommes pas des harkis, nous ne sommes pas des collaborateurs, nous sommes plus royalistes que le roi, entre guillemets, et ils ont commis beaucoup d'exactions. C'est très humain, c'est très tragique, c'est comme ça. Dernier point sur cette guerre d'Algérie, donc je viens de dire que c'est une guerre où s'est jouée la tragédie disons, de deux théories qui étaient tout à fait incompatibles, tout à fait, à mon avis, néfastes, hein, tant l'Algérie française qui était vide de sens, ou l'Algérie musulmane qui est une Algérie finalement condamnée à la pauvreté et au sous-développement, et on le voit depuis 62. L'Algérie fédérale qui aurait pu être une Algérie, disons, intéressante, à mon humble avis, je ne refais pas l'histoire, je philosophe ici avec vous, et bien, cette Algérie-là est morte dans le berceau, elle est morte née avec, enfin, elle est morte dans un bain de sang, grâce ou à cause de la terreur. Deuxième conclusion que je voulais vous dire, c'est que cette guerre d'Algérie, comme on l'a vu, elle avait un caractère politique extrêmement fort, c'est une guerre politique, enfin toutes les guerres sont politiques, mais celle-là, elle était vraiment peut-être plus politique que les autres. C'est une guerre où il y a eu plusieurs guerres civiles en même temps, puisqu'il y a eu des règlements de compte, non seulement entre la France et les FLN, ça c'est ce que nous enseigne dans les livres d'histoire, et c'est vrai, mais il y a eu aussi d'autres guerres à l'intérieur de la guerre, notamment des guerres entre musulmans, puisque les FLN, dès le début de la guerre, ils s'est débarrassé des caïds, des bachas, et de tout ce qui représentait l'ordre ancien. Toute la génération, enfin tous les descendants de Qader, des émirs, de Moqarani, tout ça, toute l'Algérie féodale, qui avait du panache, cette Algérie-là a été exterminée par le FLN, pour lui laisser la place, et puis il les a exterminés d'une manière assez terrible. Enfin, on a coupé les têtes, on a humilié les gens. Le frère du Bachaga Boualem, donc le Bachaga c'est une espèce de super qaïd, on va dire, ben, son frère a été étripé devant sa famille, enfin, vivant, les tripes en l'air devant sa propre famille. C'est pour vous montrer que le FLN a très vite mené sa propre guerre civile contre l'ordre ancien. On trouve la même chose en Irak avec Al-Qaïda en 2004, 2005, 2006. Al-Qaïda s'est débarrassé des tribus irakiennes qui étaient supposées être très puissantes avec des technologies comme ça, des technologies, hein, ce sont des technologies du pouvoir ou de prise du pouvoir par la terreur. Pareil avec l'État islamique, ou même les rebelles islamistes en Syrie, ils ont fait des choses pareilles auprès des grandes familles de la Syrie, des potentats locaux et autres. Ils les ont complètement humiliés ou obligés à s'exiler en Jordanie ou ailleurs parce qu'il fallait prendre le contrôle. Donc guerre civile entre le FLN qui représente un peu les jeunes algériens, ceux qui ont fait la Seconde Guerre mondiale ou des jeunes voyous, ou tout simplement des jeunes intellectuels, hein, je ne veux pas paraître ici trop anti-FLN. Donc une guerre entre les jeunes et les anciens. Une guerre évidemment entre les musulmans nationalistes et les musulmans non nationalistes. On l'a vu avec les harkis qui ont été massacrés. Après le cessez-le-feu et surtout après le cessez-le-feu. Il y a aussi une guerre entre nationalistes, entre le FLN et le MNA et autres. Il y a eu le massacre de Melouza, où en une nuit, plus de 500 personnes ont été massacrées, des femmes et des enfants, puisque les habitants de Melouza, un petit village d'Algérie, ont eu le malheur de soutenir le MNA et non pas le FLN. Donc plusieurs guerres civiles au sein de la même guerre. Il y a aussi une guerre entre disons, pratiquée par le FLN contre les civils français. Hein. Ils ont enlevé des gens à droite à gauche juste pour les vider de leur sang, parce que le FLN avait besoin de prélèvements, de transfusions sanguines. Et puis il y a eu des cliniques de prélèvement sanguin du FLN en Algérie. Ils ont pris des jeunes sur les routes, dans des checkpoints sauvages, et ils ont enlevé des Français pour les torturer. Enfin bon, il y a eu ça. Et il y a eu aussi, évidemment, une guerre civile entre OAS et Français, parce que l'OAS a
a tué beaucoup de Français, notamment des militaires, mais aussi des policiers, des commissaires et aussi des gens de gauche, des communistes, enfin tous ceux qui semblaient être proches du FLN. Donc voilà, c'est une guerre totale, et Galula s'est retrouvé entre 56 et 58 dans une guerre totale, une guerre éminemment politique, mais éminemment civile, dans le sens où le peuple a dû se mouiller. C'est vraiment l'essence même des guerres insurrectionnelles, c'est que le peuple ne peut pas rester en dehors de ça. C'est vrai aujourd'hui en Irak, en Syrie, c'est vrai en Colombie avec les FARC, le LN, c'est vrai partout dans les guerres insurrectionnelles, le peuple est appelé à se mobiliser, on ne peut pas rester dans son coin, et c'est ce que Galula a très bien compris, et d'ailleurs sa stratégie était de ramener le peuple à lui, la population à lui, par toute une série de techniques. La France aussi, elle l'a compris avec le plan de Constantine, les SAS, comme on en a parlé, avec tous les projets sociaux destinés à récupérer du renseignement sur les Algériens. Mais elle l'a fait trop tard parce que les FLN attaquaient les SAS et autres. Mais aussi, elle n'avait pas de personnel algérien pour l'aider. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas convaincre les gens de collaborer avec vous, vous ne pouvez pas convaincre les Algériens de prendre le risque de perdre la vie ou d'être égorgés devant leurs enfants pour aider la France, si avec des soldats français, avec des Galula seulement, avec des gens français, aussi brillants qu'ils soient. Il aurait fallu avoir des élites locales pour incarner cela. Et la France a essayé de le faire, d'avoir des élites locales, des musulmans, des berbères, des arabes, pour porter une voix qui ne soit pas celle du FLN. Eh bien, ces gens-là, ils n'existaient pas parce que ou le FLN les a tués. Rappelez-vous, le frère de Farhat Abbas était un pharmacien à Philippeville, je crois, il a été tué. Donc Farhat Abbas, qui était plutôt un modéré, tout ça, qui aurait pu donner une autre alternative, une autre voie à l'indépendance algérienne, ou l'indépendance dans des conditions plus honnêtes et plus civilisées, bah, il a été vite neutralisé. La France aussi a tué beaucoup de nationalistes algériens modérés, c'était pas très intelligent. Et du côté Pied Noir aussi, je ne sais pas, je ne suis pas au courant, mais je ne sens pas qu'il y a eu une volonté aussi d'explorer d'autres scénarios qui ne soient pas de l'Algérie française, c'est-à-dire qu'un scénario mort-né. Donc, au fait, tous les projets de Galula, en fait, même Galula le dit, Galula il parle très mal des Pieds Noirs dans son livre, parce qu'il dit que les Pieds Noirs, ils râlaient parce qu'il n'y avait pas de sécurité, mais le soir, ils payaient l'impôt révolutionnaire au FLN. Même si dans son secteur à Galula, il y avait très très peu de Pieds Noirs, parce que, comme je vous l'ai dit, dans les zones vraiment reculées, les Pieds Noirs n'existaient pas. Enfin, c'était une commune mixte. Les Pieds Noirs n'existaient pas. Mais vous voyez, j'ai l'impression que les Pieds Noirs aussi se sont accrochés à ce qu'ils savaient, à leur enfance, c'est-à-dire à l'Algérie française. Et ils ne se sont pas mis à 100% dans les projets des SAS, dans les projets de la pacification. Je veux jeter la pierre à personne, mais c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, un conflit éminemment politique, un conflit éminemment civil, populaire, un conflit qui fait réfléchir sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabe et voire sur les territoires européens, où évidemment aujourd'hui il n'est plus question de FLN ni de nationalisme, mais il est question de djihadisme. Et le djihadisme suit le même chemin que le FLN, qui est le chemin de la victoire, mais au moins c'est le chemin le plus efficace, c'est-à-dire beaucoup de persuasion, beaucoup de propagande. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a Facebook, il y a les chaînes satellitaires et autres. Donc il y a beaucoup de propagande, beaucoup de persuasion, mais aussi beaucoup de violence, beaucoup d'attentats, beaucoup d'intimidation à l'égard des musulmans. À l'égard des musulmans du monde arabe, qu'on cherche à éloigner des autorités. Le djihadisme cherche à éloigner les populations des autorités, en les persuadant que les autorités sont le mal, le diable sur terre, mais aussi en leur faisant peur. Quand on vous coupe la tête ou quand on vous égorge devant vos enfants, le message est très clair pour vos voisins. Et pareil aussi en Europe, avec ces attentats, tout ça, on a l'impression qu'on cherche à éloigner, en impressionnant, en leur faisant peur, on cherche à éloigner une partie des musulmans de la République, notamment en France, pour pouvoir dialoguer ensuite entre djihadistes et République sous d'autres termes. Toute la stratégie aujourd'hui, à mon humble avis, c'est d'éloigner les musulmans de la République. Et parce que quand vous voyez qu'on peut attaquer, on peut tuer un policier français, on peut tuer, comme le policier tué en 2015, là, en marge du Charlie Hebdo, quand
quand on peut tuer 155 personnes au Bataclan, quand on peut attaquer un Arnaud Beltrame, quand on peut faire des choses comme ça, le message est clair. On montre sa puissance. Et si quelqu'un peut tuer un policier français, pourquoi il ne peut pas me tuer? Moi qui vis dans des quartiers défavorisés, moi qui suis dans une position économique éventuellement fragile. C'est-à-dire le courage n'est pas une vertu très également distribuée dans la population. Et à terme, on aboutit à un éloignement des communautés, même si je n'aime pas ce terme, et c'est exactement cela que veulent les djihadistes, c'est éloigner les communautés pour pouvoir avoir un réduit électoral, une base arrière, pour pouvoir négocier plus tard. Ils ne vont pas négocier l'indépendance de territoire de la République ou autre chose, mais ils vont négocier des conditions politiques ou économiques que je leur laisse le soin de délimiter, et j'espère qu'on n'y arrivera pas, à ce moment. J'espère que la République se réveillera. Merci beaucoup, à bientôt.